Donc, sur la présentation, je vais faire assez simple et assez direct, mais néanmoins, il y a une chose qui me paraît importante à préciser, c'est que nous avons un programme sur l'alimentation et l'agriculture, qui est un programme qui est basé sur les besoins actuels que nous avons estimés être essentiels sur ce registre. Je vais d'abord commencer par le premier, ce besoin d'une alimentation qui soit produite en quantité suffisante et une production qui soit une production alimentaire saine pour suffire à nourrir notre pays. Ça, c'est le premier enjeu de la production agricole, nourrir le pays. Le deuxième, c'est le besoin impérieux de lutter contre le changement climatique dans l'urgence que l'on connaît aujourd'hui et aussi de restaurer le cycle de l'eau. C'est deux secteurs sur lesquels l'agriculture a un impact majeur, pour ne pas dire très important. Il faut donc en finir avec ces externalités négatives, mais pas seulement aller vers une limitation de ces externalités, notamment les émissions de gaz à effet de serre ou l'épuisement de la ressource en eau. Il faut carrément inverser ce bilan et passer sur une agriculture qui a un bilan positif sur ces deux aspects, changement climatique, restauration du cycle de l'eau. Et enfin, et corollaire à ces deux premiers besoins, c'est la nécessité absolue de garantir une vie digne et donc un revenu suffisant aux agriculteurs et agricultrices qui consentiront à remplir ces deux premières missions qui sont absolument essentielles et vitales selon nous. Donc, vous voyez, on est vraiment sur une proposition programmatique où on part de ce dont on a besoin pour derrière décliner la façon dont on va organiser la production et donc tout le modèle agricole, toute l'agriculture que nous imaginons pour pourvoir à ces besoins essentiels. Voilà pour une présentation tout à fait claire et concise, il me semble, de la façon dont nous avons abordé le programme sur l'agriculture et l'alimentation. Alors, pour passer aux questions, sur quel modèle agricole se base le programme que vous défendez sur l'avenir de l'agriculture? Alors, je vais faire un petit peu la même réponse que Cédric Villani. On sait en tout cas sur quel modèle on ne va pas se baser. C'est-à-dire que le constat, il est que le modèle actuel, il est obsolète. C'est un modèle qui date de l'après-guerre. C'est un modèle intensif, dépendant aux intrants, qui a été imaginé aussi à l'époque pour libérer de la main-d'œuvre de ce milieu agricole, pour l'amener vers un secteur tertiaire qui était à ce moment-là en plein essor et pour reconstruire le pays notamment. Le constat, il est clair. Non seulement il est obsolète parce que c'est quelque chose qui a été imaginé il y a plus de 70 ans et que la modernité est effectivement de tourner le dos à ce modèle, parce que c'est un échec. C'est un échec absolu. On le voit et on va en reparler. On n'est pas en capacité d'assurer une indépendance alimentaire du pays. On n'est pas en capacité de rémunérer correctement les agriculteurs et les agricultrices et on n'est même pas en capacité de maintenir les actifs agricoles et les surfaces agricoles. Donc là, il y a un échec et il faut changer pour un modèle à 180 degrés qui soit intensif, oui, mais intensif en intelligence et intensif en main-d'œuvre. Voilà, c'est un modèle sans OGM ni NBT, hein, les New Breeding Technologies qui sont des OGM qui veulent se cacher. C'est un modèle qui pourra rémunérer aussi les agriculteurs et les agricultrices pour des paiements pour services environnementaux, et ça c'est dans notre programme, et c'est bien sûr un modèle qui fera toute sa place à la nécessité du bien-être animal et de la question aussi de sortir, pour répondre déjà à cet impératif, des fermes-usines. Voilà en quelques mots le modèle que nous défendons. Alors vous l'appelez comme vous voulez, je ne sais pas comment vous voulez le qualifier, agroécologique, écologique. Voilà, nous on dit qu'il faut une bifurcation radicale à 180 degrés du modèle actuel. Et vous venez de nous présenter dans votre troisième pilier dans la présentation de votre programme qui consistait à garantir une vie digne pour les agriculteurs et les agricultrices. Et on souhaitait rebondir pour parler de cette deuxième question qui est l'anticipation du départ à la retraite de 50% de la population agricole d'ici 5 à 10 ans. Alors, on avait déjà dans notre programme de 2017 la question de réinstaller massivement des actifs agricoles. On a perdu en 15-20 ans déjà 200-250 000 actifs agricoles. Là, on est sur une courbe qui s'accélère, une pente descendante qui plonge avec 200 000 agriculteurs qui vont partir
d'ici 10 ans, c'est la moitié des actifs qui restent, hein. En gros, il y a 435 000 actifs encore exploitants agricoles. Donc, ça veut dire que l'anticipation, malheureusement, on a perdu déjà 5 ans, mais voilà, ça veut dire que nous, on a déjà pensé aux capacités de formation. Et bien évidemment, la question, j'allais dire, de premier rang, les lycées agricoles publics, et moi, je me suis beaucoup battu, et j'ai également, avec le groupe parlementaire et notre candidat défenseur, essayé de retrouver des postes pour les lycées agricoles pour qu'ils puissent être en capacité de former plus largement que ce qu'ils font aujourd'hui, en tout cas dans de meilleures conditions. Mais aussi, on a un vrai enjeu, et pour l'avoir discuté avec des experts du secteur, notamment des gens de la FNAB et d'autres experts, c'est la question aussi des néo-agriculteurs. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui beaucoup de gens qui se détournent des bullshit jobs, comme on peut en trouver beaucoup dans beaucoup de secteurs, et je n'ai pas besoin de vous faire la liste, vous voyez un petit peu de quoi je parle, et qui ont envie d'être utiles et de faire des choses intelligentes et utiles à l'intérêt général. Et donc là, on a aussi un rôle et un réarmement, j'allais dire, nécessaire des CFA et de tous ces cursus professionnels. Et il y a aussi, parce que là, il s'agit, j'allais dire, dans les 10 ans qui viennent, de réinstaller 300 000 agriculteurs. Donc, pour compenser les 200 000 qui partent, en réinstaller 100 000 de plus, donc avoir un solde positif, mais il faudra aller au-delà, c'est-à-dire encore multiplier. Ça veut dire aussi que la question du compagnonnage doit être mise sur la table pour qu'on arrive à accélérer, parce que si on se contente des structures actuelles de formation, 200 000, 300 000 agriculteurs en 10 ans, on n'est pas capable de les former aujourd'hui. Donc nous, on a anticipé ça en essayant de trouver effectivement d'autres formules qui permettent d'élargir cette base-là pour voir le plus rapidement à cet abandon, en gros, du métier. Merci. Alors, pour passer sur la question internationale, quelles mesures fortes comptez-vous mettre en place concernant les pratiques agricoles, notamment des pesticides? Et dans ce cadre, comment tenez-vous compte de la compétition internationale actuelle, avec notamment le cas de l'Union européenne, du traité du CETA, du NAFTA, etc. Ok. Donc nous, on est très clair dans le programme, c'est écrit. On a proposé plusieurs fois des propositions de loi et j'en étais le rapporteur et le défenseur tout au long de ce mandat. C'est notamment l'interdiction immédiate du glyphosate. Ça, je veux dire, c'est la mesure symbolique, mais qui veut dire que notre trajectoire, elle est celle de la sortie totale des pesticides. Parce qu'aujourd'hui, on voit tous les dégâts que ça cause, hein. On pourra en reparler et on pourra approfondir. Ça veut dire que cela passe par un encadrement légal fort. C'est-à-dire qu'on passe par des lois qui interdisent. C'est-à-dire qu'on ne peut plus se fier aux engagements volontaires. On a vu, et ça fait encore l'objet d'articles dans la presse ces dernières heures, on ne peut plus se baser sur des engagements volontaires, des plans Ecophyto, Ecophyto 1, Ecophyto 2, Ecophyto 2+. On sera à l'Ecophyto 4 ou 5, on en sera toujours au même point et les quantités de pesticides consommés n'auront pas diminué. Donc, nous, on interdit. Et sur la question du cadre européen, et c'est, j'allais dire aussi, et même mondial, hein, planétaire, puisqu'il s'agit de voir comment la question, c'est comment on fait quand on interdit dans notre pays par rapport à la concurrence internationale, qu'elle soit européenne ou extra-européenne. Et j'allais dire finalement, notre idée et notre programme politique, notre stratégie politique de faire du protectionnisme environnemental, il est au cœur de cette question-là. C'est-à-dire que si on interdit, comme ça a été le cas par le passé, par exemple, des cerises produites au diméthoate en France, il est hors de question que de l'Est de l'Europe viennent des cerises produites avec du diméthoate. On l'interdira. D'accord ? Et si des traités venaient à entraver cette volonté politique, nous désobéirons aux traités européens qui nous empêcheraient de faire ce protectionnisme environnemental. Je note que cette idée rallie, et c'est assez surprenant, mais elle rallie la FNSEA, syndicat majoritaire. J'ai été souvent les écouter et parler de ça. Elle rallie l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, parce que j'ai entendu son président parler de clauses miroirs, ainsi que le ministre de l'Agriculture actuel. C'est-à-dire que ces gens-là, comme le mot protectionnisme, visiblement est un mot tabou dans leur vocabulaire, utilisent le mot clause miroir pour expliquer exactement ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire qu'il est impossible de faire venir des lentilles produites avec des pesticides d'Amérique du Nord si ici, on interdit ces pesticides pour nos producteurs. Donc voilà comment on règle cette question-là par ce protectionnisme. Alors, pour rester sur la question internationale européenne, que pensez-vous des arbitrages effectués pour la nouvelle PAC? C'est des arbitrages
timide, bien évidemment, je pense qu'on est beaucoup à le constater, à le déplorer, très timide sur cette bifurcation agroécologique dont on parle. Un exemple sur, alors je ne parle pas anglais, je vais vous le faire en français, c'est les écoschémas qui rentrent dans cette politique agricole commune, où finalement ça a été un petit peu un cheval de Troie pour faire rentrer là-dedans des mesures qui sont de pur greenwashing. Je veux parler par exemple du label HVE, haute valeur environnementale, qui n'a aucune haute valeur ni même environnementale, mais aussi les questions d'agriculture de précision. Et je sais que vous êtes des jeunes gens modernes, attachés aux nouvelles technologies, comme je le suis. Cependant, je souhaite vous alerter sur cette question de l'agriculture de précision, qui en fait est une nouvelle dépendance que l'on introduit auprès du monde agricole. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a déjà des agriculteurs qui sont très dépendants aux intrants. Ben, en fait, c'est un intrant technologique supplémentaire sur lequel ils n'auront pas la main, pas la capacité de maîtriser toute la production ni la maintenance. Et donc, on est sur une nouvelle dépendance. Donc, je dis attention, et c'est aussi, je veux dire, ce technicisme exacerbé, c'est la façon de nous faire accepter finalement que des pesticides, ça va aller parce qu'on va les mettre mieux, un petit peu moins ici, un petit peu plus là, mais que finalement, ça va. Et donc, pour en finir sur la PAC, il y a aussi la question, et nous, c'est central sur ces questions d'aide, c'est aller sur une aide à l'actif, puisqu'on parlait de comment installer aussi des agriculteurs massivement, c'est aller plutôt sur une aide à l'actif que sur des aides à la surface. Et ça, c'est une réorientation majeure qu'il faudrait opérer. Donc, pour vous dire, voilà, sur la PAC, on est très déçus et nos parlementaires insoumis se sont battus pour essayer d'avoir des conditionnalités écologiques et environnementales bien plus fortes, sans succès. Donc, on la remettra en discussion, puisque vous savez qu'elle est fortement nationalisée aussi, cette nouvelle PAC. Et dans notre programme, il est question que dès cet été, nous remettions en discussion le plan stratégique national, qui est la déclinaison de la PAC ici dans le pays. Alors, pour parler un peu d'alimentation maintenant, on se demandait quels sont les enjeux des régimes alimentaires et de leur changement dans la politique nationale, selon vous et la France Insoumise. Écoutez, c'est la question qui me passionne et qui me plaît, parce que vous avez sans doute pu regarder que durant mon mandat, j'ai porté cette commission d'enquête parlementaire à la demande de mon groupe sur l'alimentation industrielle et ses impacts sur la santé et l'environnement notamment. Et l'enjeu du régime alimentaire, elle est d'abord celle-ci, un enjeu de santé publique, puisqu'aujourd'hui, la façon dont on se nourrit en France provoque des épidémies de pathologies chroniques. Obésité, diabète, surtension artérielle, prééminence de cancer. Bon, il y a un vrai enjeu à changer de régime alimentaire, y compris dans la qualité des produits qu'on met dans nos assiettes. Et c'est la première mesure, c'est la lutte contre la malbouffe. C'est pour ça que je vous disais aussi, la première des missions de l'agriculture, c'est de produire sain, sans résidus de pesticides, et puis l'agroalimentaire derrière, ne pas nous blinder l'agro-industrie d'additifs et de toutes sortes de choses qui nous impactent sur la santé. Le deuxième enjeu, c'est bien sûr le fait que ce régime alimentaire a un impact sur la production et donc sur les émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture. Et donc pour cela, on prône nous aussi la réduction massive de consommation de protéines carnées pour aller, alors dans un premier stade, déjà à moins 50%, c'est-à-dire qu'on divise par deux, mais dans un régime alimentaire équilibré et qui serait, j'allais dire, efficace à préserver, à lutter contre le changement climatique et à préserver notre planète, il faudrait même aller jusqu'à 80%. Ce qui veut dire qu'on produit des protéines animales sur le territoire de grande qualité, rémunérées à leur valeur. On en consomme bien moins. Si on ne veut pas en consommer, on peut ne pas en consommer du tout. C'est notre programme aussi sur cette question-là. Il laisse le choix du régime alimentaire. C'est-à-dire qu'on est pour une réduction drastique, mais si vous voulez être vegan, végétarien, flexitarien, ça permet ce choix-là. On n'est pas sur une doctrine devenez tous véganes ou végétariens. On dit qu'il faut réduire drastiquement les protéines carnées, il faut les consommer de bonne qualité parce qu'aussi, j'allais dire que dans certaines zones, l'élevage aussi participe à boucler des cycles agronomiques qui permettent à l'agriculture de persister. Il y a aussi la question, et c'est le dernier enjeu, je vais finir là-dessus, sur la question du régime alimentaire, c'est la question de l'indépendance alimentaire. C'est qu'aujourd'hui, produire, par exemple, des légumineuses pour la consommation. Je vous parlais de lentilles qui viennent d'Amérique du Nord, on n'est pas fichu dans ce pays de produire des lentilles que l'on consomme ici. Donc, il y a un enjeu d'indépendance alimentaire qui est effectivement aussi lié au type d'agriculture qu'on va développer.
Si aujourd'hui on continue dans un élevage intensif en important du soja d'Amérique du Sud ou du Brésil, c'est un peu compliqué. Donc il y a cet enjeu-là qui est aussi prégnant. Merci. Alors, pour essayer de terminer dans les temps, et je vais vous poser cette question. Quelle est la conséquence de la publication du dernier rapport du GIEC sur votre programme ou votre politique des prochaines années? Et plus largement, quelle est la conséquence sur l'enseignement agronomique et environnemental en France voilà, des conclusions de ce énième rapport du GIEC? Alors sur le GIEC, je vais faire très court, ça valide, j'allais dire, ça conforte notre proposition et nos positions politiques sur la sortie des pesticides, disparition des insectes et de la faune aviaire, plus de 75% sur le continent, pollution des sols, pollution de l'eau. Donc voilà, on est avec une agriculture qui est sur le podium des contributeurs aux émissions de gaz à effet de serre et donc de contribution au changement climatique, au réchauffement climatique. Donc nous, il n'y a pas de souci par rapport au rapport du GIEC. Ça valide, j'allais dire, et celui-ci et les précédents, valide notre approche d'une bifurcation complète de l'agriculture. Donc voilà, ça c'est assez clair. Les conséquences sur la deuxième partie de votre question, sur l'enseignement agronomique. Oui, c'est ça, c'est pour parler de votre vision, mais rapidement, parce qu'on a passé le temps dédié à ces questions. Mais deux mots sur votre vision de l'enseignement agricole. Oui, très rapide et ça me permettra de répondre à cette question effectivement sur Grignan. Moi, je suis issu de l'enseignement agricole. J'étais à l'INRA avant d'être élu, devenu INRAE. Et moi, j'ai une vision, je vais dire, tout à fait centrale de la question de l'enseignement agricole, agronomique, et en particulier du site de Grignan où j'ai eu le plaisir de venir travailler. Et je sais que ce site, par exemple, qui est un site historique, est le symbole de tout ce qu'il faut garder pour avoir un enseignement agronomique, agricole de grande qualité, de grande valeur. Et notamment, je pense à des parcelles qui sont porteuses, là, sur le site où vous êtes, de jeux de données qui sont uniques dans ce pays, et peut-être même uniques sur le continent européen, avec des jeux de données très anciennes sur des suivis de parcelles. Et ça, c'est quelque chose, c'est un patrimoine, j'allais dire, qui est indispensable à tracer aussi des chemins pour la bifurcation agroécologique dont on parle. Donc, ça nécessite bien sûr qu'on le finance de manière pérenne, qu'on sauvegarde le site, bien évidemment, et on a été, nous aussi, en soutien de vos luttes et de la question du soutien au maintien du site de Grignan, parce qu'on pense que c'est indispensable à faire cette bifurcation. Je vous disais tout à l'heure, une agriculture intensive en intelligence et en main-d'œuvre. Et l'intensité en intelligence, c'est vous qui l'apportez sur le site de Grignan. Merci beaucoup, Loïc Prudhomme. On va passer aux questions du public et donc je vais laisser la main au modérateur. C'est à mon tour. Attendez, je règle tout. Oui, voilà, c'est bon. Alors, nous avons plusieurs questions du public, dont une qui vient de remonter, justement. Alors, vous avez cité un système agricole intensif en main-d'œuvre. Or, actuellement, on me recadre la caméra comme tout le monde dit. Or, actuellement, la disponibilité en main-d'œuvre est une problématique importante pour de nombreux systèmes agricoles, comme l'arboriculture, le maraîchage. Donc, quelle solution envisagez-vous pour ce problème d'adaptation au niveau de la disponibilité de main-d'œuvre? J'avais déjà apporté une partie de la réponse sur comment on arrivait à former massivement et rapidement des gens pour rejoindre l'agriculture. Là, vous me parlez plutôt d'une question d'une main-d'œuvre, j'allais dire. Et là, en l'occurrence, peu qualifiée, même s'il y a une intelligence et une dextérité, je ne dis pas que c'est des métiers qui ne nécessitent pas de formation, mais notamment sur l'arboriculture, au moment de la cueillette, etc. Et là, on en vient directement à la question du revenu. C'est-à-dire que si on ne paye pas les productions à leur juste valeur, vous ne pouvez pas avoir derrière des producteurs qui eux-mêmes peuvent donner un salaire décent à une main-d'œuvre qui va du coup venir travailler chez eux. Et donc, on a cette problématique. Et c'est pour ça qu'on voit que dans beaucoup de secteurs, et ceux qui sont les plus mal rémunérés, des exploitants font appel notamment aux travailleurs détachés, mesure contre laquelle nous aussi, on s'insurge et on dit, voilà, il faut sortir de ce système, de ce cercle vicieux, en fait,
moins je vous rémunère et moins je peux payer des ouvriers. Et en fait, on n'arrive plus à attirer personne parce que les conditions de vie, et ça a été documenté aussi à plusieurs reprises dans de nombreux articles, sont indignes pour ces personnels. Super, merci pour votre réponse. Du coup, on a une deuxième question qui est si vous êtes élu, quelle sera la position de la France sur le sujet du renouvellement ou pas du glyphosate? Si vous êtes contre, quelles sont vos solutions techniques pour remédier à cette interdiction? Ne pensez-vous pas que l'interdiction amènera de plus gros dégâts sur nos sols et la biologie des sols, avec le travail profond du sol et des autres herbicides? Et ça va de pair avec une autre question qui est beaucoup remontée dans le chat, enfin dans l'interface question-réponse, sur votre vision de l'agriculture de conservation des sols. Est-ce que vous prévoyez d'accompagner son développement ou pas? Merci pour cette question. Alors, nous, on l'interdira, je vous l'ai dit, le glyphosate, parce qu'aujourd'hui, les alternatives, elles existent. Les anciens collègues de l'INRA, vous pouvez faire la biblio, qui ont publié des choses sur le fait qu'on peut se passer du glyphosate dans la majorité des usages, mais effectivement, ça demande un changement des pratiques. Ça demande de passer plus de temps dans les champs, ça demande d'anticiper certaines choses. C'est-à-dire que là, on n'est plus sur un calendrier d'application qui vous prémunit de tout, c'est l'assurance tout risque, mais on est vraiment sur ce que je disais, l'intelligence et la connaissance agronomique de son territoire. Et donc, il y a des alternatives qui existent. Non seulement elles existent, mais elles sont aujourd'hui mises en œuvre par 53 000 agriculteurs qui sont en agriculture biologique. Donc, eux sont la preuve vivante qu'on peut se passer de pesticides et au-delà du glyphosate. Donc, ça, c'est une certitude. Sur l'agriculture de conservation des sols, clairement, pour moi, c'est un faux-nez de l'agriculture intensive. C'est une manière de se redonner un petit peu une virginité en disant finalement, le glyphosate nous permet de ne pas travailler le sol et de restaurer la biologie dans les sols. Sauf que les pesticides et le glyphosate, mais d'autres pesticides, sont ceux qui tuent la microfaune dans les sols, qui tuent aussi la faune et les insectes. Et donc, cette agriculture de conservation des sols n'est pas la solution tant qu'elle utilise du glyphosate. Par contre, les pratiques agronomiques et le non-travail du sol, qui existent aussi dans l'agriculture biologique, sont des pratiques vertueuses, je veux dire, qui allient le meilleur des deux. C'est-à-dire qu'on se passe massivement de pesticides et on évite aussi d'avoir cette gestion, je veux dire, par les pesticides de la biologie du sol. Mais c'est une longue discussion avec des experts qui me disaient c'est la question aussi de ne plus réfléchir sur des rotations bisannuelles, mais sur des rotations sur des cycles de 4 à 5 ans qui permettent, par exemple, de gérer le stock de graines de plantes adventices dans les champs et qui permettent rapidement de se passer d'herbicides. Donc, il y a des exemples sur des pratiques agronomiques qui permettent vraiment aujourd'hui d'en sortir. Je vous dis, 53 000 agriculteurs le font déjà, donc je pense qu'on essaiera d'accompagner au maximum tout le reste vers ces pratiques. D'accord, merci beaucoup. Donc maintenant, la question qui est en tête dans le public, c'est sur le foncier. Donc c'est une question quid des difficultés d'accès au foncier que rencontrent les porteurs de projets agricoles quand le terrain ou la reprise d'une ferme représente un investissement colossal, l'installation est freinée. Je pense que vous partagerez ce constat. Oui, et je le partage. Je le partage sur plusieurs registres. Alors d'abord, nous, on prévoit que la SAFER devienne un établissement public foncier et rural pour redéfinir les missions de la SAFER, qui aujourd'hui a un biais majeur. C'est-à-dire qu'elle est exsangue financièrement, elle est très peu soutenue par l'État et que du coup, elle se finance sur les ventes qu'elle opère. Ce qui veut dire que quand vous avez un agriculteur qui veut bouffer son voisin pour s'agrandir au détriment de 2 jeunes ou 3 jeunes qui voudraient s'installer, la SAFER elle a intérêt à réaliser l'opération foncière parce qu'elle va toucher un pourcentage et ça va lui permettre de continuer à vivre. Donc ça veut dire qu'il faut réarmer cet établissement foncier public avec de l'argent public et lui donner pour mission notamment d'augmenter le stockage des terres, de préempter au maximum, d'avoir ce contrôle qui n'a pas été réglé par la loi Sans Passe-Tous dont on faisait référence tout à l'heure, à laquelle faisait référence tout à l'heure Cédric Villani, la loi Sans Passe-Tous sur les parts de sociétés agricoles. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'on retrouve un outil de régulation foncière fort aux mains de l'État pour projeter le modèle que je vous ai exposé. C'est-à-dire que si on y va avec un couteau sans manche, on peut avoir des belles paroles, des beaux discours, dire on va installer des gens, mais ils ne vont pas s'installer sur leur balcon, ça on en est bien conscient. Donc ça veut dire aussi une mission publique pour le foncier, pour réinstaller massivement des jeunes.
Et donc, le stockage avec des moyens publics pour stocker du foncier, pour le réaffecter au projet. Moi, je rencontre des porteurs de projets ici, dans mon département, régulièrement. Et c'est la question. On n'a pas de foncier, on n'a pas de foncier. Ils ont des projets extraordinaires. Mais sans terre, ça vaut pas un clou. D'accord. On va faire maintenant la dernière question du public. On s'est serré entre plusieurs questions. On me dit que j'ai le temps pour 2 questions. Je vais répondre rapidement. Voilà, il faut faire rapide parce qu'il faut faire l'équité du temps de parole par rapport aux autres. Du coup, première question, que répondez-vous à ceux qui disent que le local est égoïste, car sans exportation, certains pays ne pourraient pas manger à leur faim, par exemple au Maghreb? Ensuite, on fera la deuxième. Ouais, c'est la grande question de l'hypocrisie, par exemple, de comment utiliser le conflit actuel par la FNSEA pour dire on veut bien la souveraineté alimentaire de notre pays, mais surtout on veut exporter et comme ça les autres n'auront pas leur souveraineté alimentaire. Nous, notre horizon, j'allais dire notre responsabilité en France, c'est pas d'exporter des poulets surgelés en Afrique ou en Afrique noire ou en Afrique du Nord à 3 € du kilo qui tuent les agricultures locales. Donc voilà, donc c'est sortir de ce système où on fait de l'agriculture d'abord une ligne de commerce extérieur. Donc nous, on n'est pas sur ce registre-là. On pense qu'effectivement, il faut qu'on puisse se nourrir ici. Je vous rappelle quand même qu'aujourd'hui, on exporte 50% de notre production de blé, donc il y a un petit peu de marge pour aider quelques pays et en coopération qui auraient besoin de blé, le temps que vous, jeunes ingénieurs, allez les aider à remettre aussi leurs modèles agricoles sur une pente qui leur assure leur indépendance. Ok, super. Bon, la dernière question, et comme Jean-Baptiste Moreau est connecté, il pourra enchaîner après vous. Qu'est-ce que vous proposez face à l'isolement des agriculteurs ayant notamment pour conséquence les nombreux suicides dans le secteur? Oui, écoutez, il y a une association qui s'appelle Solidarité Paysan qui fait un travail extraordinaire qu'il faudrait arriver à massifier parce que malheureusement, cette question-là, elle est prégnante. C'est des centaines de suicides par année. Et pour une question essentielle et que je suis assez fier d'avoir été le premier aussi à poser sur le débat public, c'est la question de la bifurcation impossible parce que les agriculteurs sont pendus au sens propre comme au sens figuré, pardon du mot un peu rude, mais c'est la réalité, à leur dette. Et donc, nous, on a un plan de désendettement massif des agriculteurs qui voudraient changer de modèle parce qu'on ne peut plus continuer comme ça, où les gens sont enferrés dans un modèle où nous-mêmes, je vous le disais, c'est des politiques publiques qui les ont emmenés dans ce modèle-là. Et donc, on ne peut pas dire c'est votre faute si vous êtes dans cette situation. C'est à nous, responsables politiques, de dessiner une autre trajectoire et de faire des politiques publiques qui les sortent de cette impasse dans laquelle ils se trouvent, une impasse qui les conduit à ces gestes extrêmes. Voilà, je pense que c'est la première question qu'on aura à régler dès le 25 avril.